donc sous un gouvernement péquiste, vous ne baisserez pas les impôts. Over my dead body. Le chef du Parti québécois persiste et signe. Pas question de baisser les impôts. Mais si on sortait de la bourse carbone, oui, il y aurait des pénalités assez importantes. Là. Combien? On parle de 6 à 8 milliards, je pense. Combien ça a coûté à l'Ontario quand ils se sont retirés? Pas. Ça a coûté 0 en 2018. Je sais que le Parti québécois propage ce mensonge-là, mais la réalité est tout autre. Puis je vous ferai remarquer aussi que même la Californie, présentement, là, il y a un dialogue entre le Sénat américain et l'État de la Californie, mais il est possible que la Californie, elle aussi, se retire de la bourse du carbone. Et si ça devait arriver, on serait les derniers dindons de la farce. Donc, la taxe carbone, c'est juste un truc de plus que pas nécessaire, là. Puis, on le remarque, justement. J'avais oublié que c'était la taxe carbone, mais là, tu me faire penser, OK, le gaz est plus cher. C'est à cause de ça. C'est vrai que l'essence est plus chère à cause de ça au Québec. Ouais, mais moi, à la formule, d'ailleurs, les Québécois n'en veulent plus. Moi, je poserais la question, les Québécois en ont-ils déjà voulu? J'en sais rien. Mais c'est une bonne question. Dire, franchement, à un moment donné, je sais qu'il y a une forme de pression morale qui est mise sur l'opinion, sur le mode, si vous êtes contre cette nouvelle taxe, vous êtes un destructeur de la planète. Donc là, il y a une forme d'intimidation morale. Les gens se disent, non, je veux pas détruire la planète, donc donnez-moi cette taxe. Bon. Mais au final, qu'est-ce qu'on voit? Cette espèce d'intimidation écologiste assez forte ces dernières années, souvent radicale, ça entraîne plus de bureaucratie, plus de taxes, ça étouffe la liberté, ça étouffe la capacité de payer du commun des mortels. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Puis moi, j'aime souvent rappeler, le Québec fait déjà des efforts immenses, ne serait-ce qu'avec la production de son énergie d'hydroélectrique. On a la chance d'avoir de l'hydroélectricité chez nous. La contribution du Québec au dérèglement climatique, elle est plus que minime, pour ne pas dire insignifiante. Si on s'impose des normes comme celle-là, alors qu'ailleurs dans le monde, des grandes puissances ne se les imposent d'aucune manière, on appelle ça de l'autodestruction économique, de l'autodestruction financière, une forme de persécution fiscale des classes moyennes qui fait l'affaire du gouvernement finalement, parce qu'il trouve des ressources budgétaires, financières supplémentaires là-dedans. Mais le commun des mortels n'a jamais souhaité être ainsi taxé. Et je pense qu'à un moment donné, comme on dit, l'exaspération s'exprime aujourd'hui sur le mode, oui, les pétrolières en prennent trop, mais le gouvernement prend sa part aussi, puis beaucoup trop. Mais il y a une réalité toute simple, c'est que autant à Ottawa qu'à Québec, il n'y a rien qui est fait jusqu'à maintenant, alors que la crise des médias électroniques, télévisuels, s'aggrave de semaine en semaine. Si ça continue de même, il y a un grand pan de l'écosystème culturel du Québec qui risque de flancher. Il y a vraiment péril à la demeure, la fragilisation de TVA dépasse l'entreprise elle-même. Donc, c'est plus large que TVA, puisque ici, il n'y a pas que TVA qui en arrache. Tous les télédiffuseurs privés au Québec, au Canada, en arrachent en ce moment. Exactement. Donc, on se demande qu'est-ce que ça va prendre, parce que, en fait, tout ça, c'est frite. Puis, je veux dire, là, il faut vraiment se réveiller, parce que les signaux sont envoyés depuis plus d'une décennie. Il faut aider l'industrie télévisuelle, parce qu'on pourrait se réveiller un matin au Québec. Qu'est-ce qu'on ferait sans un TVA ici? Je veux dire, c'est ça qu'il faut commencer à entrevoir. Là. Les coupures, elles sont nombreuses, et puis elles sont pas juste ici, elles sont partout. Toutes les télédiffuseurs, les chaînes de télé de Bell en ce moment en arrachent énormément. Toutes. Global, c'est la même chose. CTV en anglais. Est-ce qu'on peut imaginer un monde, parce que ça risque d'arriver beaucoup plus tôt que certains gens le pensent, un monde sans TVA au Québec, sans LCN au Québec, sans CTV au Canada? Oui, et c'est pas seulement la télévision, parce que le cri d'alarme a été aussi fait par Cogeco. Mais par contre, on peut plus se permettre d'attendre après des choses qui vont bouger, là, que c'est des éléphants à faire bouger. L'industrie de la télévision a besoin d'aide maintenant. 60% des salaires de bien des journalistes de l'écrit sont assumés par le gouvernement en ce moment. Mais là, il se passe rien. Et ça va être une grande perte, parce que la qualité, moi, je la vois au Québec, j'écoute beaucoup. Qualité, elle est là. Et ça fait partie de notre culture. Faire diffuser, pas juste de l'information, mais du divertissement qui a une profondeur. C'est ça, c'est l'essence de la survie de notre culture qui passe par ces émissions de télévision qui sont dans les foyers de tous les Québécois. C'est ça qui peut disparaître rapidement si on fait rien. Puis en ce moment, j'écoute les gouvernements, là, puis c'est comme, oui, c'est préoccupant, c'est ce que nous a dit le ministre Lacombe, mais ça va être quoi les mesures? Est-ce qu'ils vont enfin annoncer quelque chose? Il y a maintenant, et je prends Pierre-Carl Pelado au mot, l'heure est grave, et puis il y a avant qu'il ne soit trop tard. Il dit il faut de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Ça veut dire quoi avant qu'il ne soit trop tard, ça? C'est la disparition de ces entreprises-là. Alors, c'est une grande perte qui peut être irréversible. Le groupe TVA annonce aujourd'hui la suppression d'une trentaine de postes additionnels au sein de son secteur télévision. Une décision qui s'explique par des pertes financières considérables qui touchent les diffuseurs privés. Il s'agit d'un nouveau coup dur pour l'entreprise qui a déjà aboli plus de 650 emplois depuis 2023. Le président et chef de la direction de Québecor, Pierre-Carl Pelado, indique que la fragilisation de TVA dépasse l'entreprise elle-même.
Il faut dire que c'est des pertes de 76 millions de dollars pour le groupe TVA depuis 3 ans. Et le président directeur général par intérim de TVA, Pierre-Carl Péladeau, ajoute: Groupe TVA, tout comme les autres diffuseurs privés, évolue dans un environnement qui ne cesse de se détériorer et continue de subir des pertes. Pourtant, les chaînes et les contenus de Groupe TVA sont les plus populaires au Québec. Est-ce possible qu'un diffuseur qui a rejoint chaque semaine 80% de la population l'hiver 2025 soit en péril de financement? Il parle de 2 classes de journalistes, les classes de l'écrit et de la société d'État qui sont financés et les autres. De façon générale, je pense que c'est préoccupant, mais là, vous allez faire rouler cette clip-là si je vous réponds, alors que je vous dis que je vais prendre connaissance de ça, puis je vais vous revenir après. Je viens de voir la réaction du ministre Lacombe à brûle-pourpoint, qui était incapable de rien vous dire. Alors, je pense que ça prend un leadership à Québec. Dès 2019, François Legault disait qu'il faut qu'il s'assoie avec le fédéral pour qu'on puisse taxer notamment les GAFAM et redistribuer cette zone de hors concurrence-là aux médias, à TVA, entre autres, mais rien n'a été fait. Ça nous prend des diffuseurs privés forts au Québec. Les gens ont besoin d'avoir une variété de sources d'information. Évidemment aussi, le fait que Radio-Canada ait accès au marché publicitaire, c'est une grande iniquité. Nous, on avait proposé de faire un fonds des médias pour aider à financer les médias à partir d'une taxe sur les GAFAM. Il faut qu'on continue à s'y pencher. C'est une époque difficile, là. C'est quand même une période difficile là, pour les médias. Là. Je me réjouirai jamais d'une nouvelle comme celle-là. Je suis issue des médias, puis ma première pensée, c'est pour tous les employés, les travailleurs de TVA avec qui j'ai été très longtemps, là, vous le savez. Là. D'ailleurs, à l'étranger, vous aviez une grande enquête qui est toujours en ligne, sortie par Le Point le 30 mai 2024, il y a un an. Le titre, Loi sur la fin de vie, au Canada, un difficile encadrement des dérives. Au Canada, ça existe, c'est légal depuis 2016. Donc on a 9 ans de recul. Et voilà, je lis un extrait de cette enquête du Point. Alors que l'euthanasie est légale au Canada depuis 2016, son champ s'est considérablement élargi. La qualité des soins en fin de vie, elle, se dégrade. L'aide médicale à mourir, un bon filon, une boîte à Pandore catastrophique, écrit Le Point. Beaucoup dénoncent une mise en danger des personnes les plus vulnérables, notamment handicapées, souvent marginalisées en manque de soins adéquats. Ça, c'est Le Point qui l'écrit dans son enquête. La Belgique aussi connaît une dérive. Le Figaro en parlait dès le 23 juillet 2019. C'est toujours en ligne. Le titre Belgique, la loi sur l'euthanasie ouvre à toutes les dérives. Avec par exemple le cas mais il y en a plein, d'une Belge, ça datait de 2012, je cite, rappelons les faits, Madame Godeliève de Troyer, atteinte de dépression chronique pendant plus de 20 ans, a été euthanasiée en 2012 sans que ses enfants ne soient avertis, ceux-ci ayant été informés le lendemain du décès. On arrive à ce genre de dérive. Cette affaire, je cite toujours le Figaro, illustre parfaitement la difficulté d'encadrer cette pratique et les abus et dérives graves qui en découlent. Elle n'est d'ailleurs pas un cas d'école car les médias relatent régulièrement des euthanasies controversées en Belgique ou en Suisse. Et nombreux sont ceux qui dénoncent le laxisme avec laquelle la loi du 28 mai 2002, vous voyez, ils ont déjà 23 ans de recul, relative à l'euthanasie a été mise en œuvre. Alors Le Monde rapporte le 19 mai que, je cite, les cultes unanimes évoquent les dangers d'une rupture anthropologique. Et dans les médias, alors on vous présente souvent c'est vrai, ce sont des souffrances qu'on respecte. Par exemple, des malades de la maladie de Charcot, et qui disent, certains, face caméra, disent, moi je veux cette loi parce que je souffre et je sais que c'est inéluctable. Et on a énormément de compassion et de respect pour eux, et on respecte tous leurs pensées. Il ne s'agit pas ici de juger les gens. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est pas une vidéo sur le rapport intime à la mort. C'est une vidéo sur un cadre législatif qui vient pas de nulle part et il faut l'étudier sérieusement. Mais ce que je reproche aux médias, c'est que l'explosion des cas de maladie de Charcot depuis quelques mois et quelques années, c'est lié à quoi? Ce serait pas lié à certaines injections? Combien m'écrivent tous les jours? Multiplier les structures d'accueil pour ces familles et pour les personnes handicapées. Avoir des EHPAD qui soient dignes. Arrêter toutes les dérives comptables qu'on voit. Remettre de l'humain. Le tout numérique ou l'IA partout, ben non, il faut de l'humain, y compris, et surtout pour les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles. Parce que cette loi, elle est en train de créer une pression sociale sur des personnes qui ont envie de vivre, mais qui rentrent dans les cases. Et elles savent que le regard de la société progressivement va changer sur elles en disant, mais t'es sûr que t'es pas un rebut, t'es pas de trop, t'es sûr que tu peux pas faire le choix de te soulager toi-même et de partir? Certains l'expriment déjà, un jeune homme malade de la maladie de Duchenne l'a exprimé très bien, je l'ai relayé sur mes réseaux sociaux, sur CNews récemment, en disant « Cette loi pour moi est une grande violence parce que je veux vivre, mais je ressens déjà la pression sociale pour partir. » Cette notion de fin de vie sur laquelle nous consultons avec des éléments très importants.
Le premier, c'est bien évidemment le consentement de la victime, qui est absolument... De la victime? Pardon. Étonnant, mon lapsus, pardon, pas de la victime. Le consentement du patient, excusez-moi, le consentement du patient. Donc finalement, on est venu réduire de beaucoup la réponse, les mesures de rétorsion que le Canada avait pris contre les tarifs américains. Et il y a un rapport qui a été rédigé par Oxford Economics, donc qui est cité ici par Bloomberg, qui dit que essentiellement les tarifs canadiens sont pratiquement à zéro avec les exemptions qui ont été décrétées par Mark Carney durant la campagne électorale. Bien sûr, il y a eu une réplique du gouvernement libéral qui dit que finalement non. Tout ça reste en place. Le rapport d'Oxford Economics, c'est pas vrai. Vous voyez ici là, François-Philippe Champagne qui dit que 70% des tarifs sont toujours en vigueur. Donc, qui croire là-dedans? Oxford Economics, qui est essentiellement une firme assez reconnue avec des économistes là, sérieux, ou le politicien qui veut finalement défendre son gouvernement. En tout cas, dans mon cas, mon idée est assez faite. Je vous laisse vous faire la vôtre. Et bon, Mark Carney qui s'est présenté comme justement l'homme fort du Canada, qui allait défendre, qui allait répondre du tac au tac aux menaces américaines, aux tarifs américains. Finalement, Mark Carney avait déjà un genou à terre durant la campagne électorale. Et là, on voit là Carney qui confirme l'intérêt du Canada à participer au Dôme d'or, alors que Carney incarnait justement cet homme qui allait défendre l'identité canadienne. Ben, on voit que déjà, là, après la rencontre de Donald Trump, où Carney a essentiellement encensé Donald Trump, ben, on voit que le Canada est encore une fois en train de se mettre sous tutelle américaine volontairement en participant à ce Dôme d'or qui, encore une fois, va soumettre l'armée canadienne aux directives américaines dans cet ensemble que sera le Dôme d'or. Donc, bon, on peut être pour, on peut être contre. Moi, tout ce que je vous dis, c'est que ce genre de choses-là, ça participe, encore une fois, à diminuer l'indépendance du Canada par rapport aux États-Unis, alors qu'on avait un homme qui se présentait devant nous comme étant le grand défenseur de l'indépendance canadienne. Tout ce qu'il fait depuis la campagne électorale, on le voit avec les décrets qui ont été annoncés, c'est essentiellement de diminuer la réponse du Canada face aux menaces de l'envahisseur et de faciliter l'intégration du Canada dans la machine américaine, essentiellement. Des chercheurs de l'OMS ont inventé une injection qui empêche la fertilité en l'associant au tétanos. Donc, on te protège pour te sauver la vie du tétanos. Ah, dommage pour toi, si tu es une femme, tu n'enfanteras pas. Et donc ça, ils ont mis ça au point dans les années 70. Et nous avons par exemple étudié le cas du Kenya en 2013 et 2014. Et donc c'est l'Église catholique du Kenya qui découvre que cette campagne contre le tétanos est bizarre, parce que déjà, d'habitude, quand il y a une campagne comme celle-ci, quelle que soit la maladie, ce sont des centres locaux de protection, etc., qui font le travail. Pas là. Là, en fait, les doses sont protégées par la police, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dose qui se déplace sans la protection de la police. Tout est centralisé dans un hôtel à Nairobi. Et il récupère les flacons, c'est-à-dire qu'une infirmière qui ne rendrait pas le flacon s'expose au pire. Alors ça va quand même un peu étonner, notamment l'Église catholique du Kenya, qui va récupérer des flacons, qui va les faire analyser par différents laboratoires, qui vont trouver une substance. Une hormone gonadotrope. Voilà, une hormone, là je te laisse, c'est ton domaine. Donc cette hormone, elle stérilise les femmes, au moins pendant un certain temps. Donc là, nous sommes allés voir les courbes de naissance du Kenya. Donc on voit toutes les courbes. Et 2013 et 2014, justement, quand ils ont injecté ce million de doses à 1 million de femmes kenyanes, les naissances chutent